Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Un, deux. Un, deux. Un, deux. J'avais un patron qui me disait « On ne fait pas de grandes choses si on ne fait pas les petites choses ». Voilà. Alors, on va commencer par un sondage pour mieux se connaître ensemble. Qui se sent seul ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de solitude ou qui... Évidemment, personne, comme d'habitude. Qui est sur Facebook? Voilà. Qui est sur Twitter? Qui est sur un réseau social professionnel du type Viadeo, LinkedIn? Très bien. Qui n'a aucun contact avec Internet? Qui n'a pas de messagerie électronique? Monsieur? Félicitations. Il y en a un, on peut l'applaudir. Internet et réseaux sociaux, nos vies en partage. Je vais appeler immédiatement, parce qu'on m'a demandé de faire une introduction, de problématiser, etc., mais je crois que c'est fait. Je vais appeler les intervenants. Je vais demander à Carole Zibi, qui est directrice du marketing, de me rejoindre. Salut Carole.
François Candelon, il est directeur associé senior au Boston Consulting Group. Axel Daucher, directeur général de Deezer France. Michel Maffezoli, professeur à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Et Arnaud de Saint-Simon, président du groupe Psychologie. Merci, merci d'être avec nous. Alors, comment ça va se passer? On est ensemble de maintenant jusqu'à 12h30. Sur le programme, il est montré, écrit même, que le modérateur monte sur scène. Ça, c'est fait. Le modérateur, ensuite, appelle les intervenants. Ça, c'est fait. Il y a ensuite un dialogue rapide entre le modérateur et les intervenants. Il va avoir lieu maintenant. Ensuite, on a un panel. Je voudrais que les membres du panel se lèvent, car ils sont des porteurs de questions. Vous pouvez les applaudir. Les membres du panel sont jeunes, a priori étudiants. Ce n'est pas pour cela qu'ils sont dangereux. Il y aura un dialogue entre le panel et les intervenants. Le modérateur pourra, s'il le souhaite, intervenir à tout moment. Et de 12h10 à 12h30, le dialogue reprendra entre les intervenants et la salle, si elle le souhaite, si elle a des questions. Et à 12h30, nous nous séparerons. Je vais commencer par une question toute simple à chacun et chacune de ceux qui sont sur cette estrade. Et je vais commencer par Carole. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé votre vie, Carole? Moi, je pense qu'ils ont changé ma vie. Ils n'ont pas changé que la mienne. Ah, mais c'est la vôtre qui m'intéresse. Je vois bien, David. Je pense qu'ils ont changé ma vie dans le sens où les réseaux sociaux ont permis une ouverture différente sur le monde, un éclairage différent et la prise de conscience que chacun d'entre nous, on peut avoir sa voix au chapitre. Bien, François? Alors d'abord, ils ont changé ma vie parce que je m'engueule assez souvent avec mes fils, parce que je ne leur permets pas d'aller sur les réseaux sociaux. Mais ils y vont quand même. Ils ont des faux comptes et tout ça. Mais ils m'ont dit que non. D'accord. Mais autrement, ils ont changé ma vie aussi parce que je travaille dans tout ce qui est télécom, technologie, médias. Et là, évidemment, ils ont eu un impact très fort, non seulement parce qu'ils créent de l'incertitude pour mes clients traditionnels qui étaient plutôt les opérateurs télécoms. Donc business un peu. Business. Arnaud de Saint-Simon, psychologie. Est-ce que les réseaux sociaux vous ont envoyé chez le psychanalyste, le psychologue? Est-ce qu'ils ont changé votre façon de ressentir? Moi, bonjour à tous. Moi, c'est vrai qu'ils ont beaucoup changé ma vie. Moi aussi, je suis un parent et donc maintenant, il y a une triangulaire. Hein, quand on est parent, c'est parent-enfant Facebook. Donc ça a beaucoup changé de choses. Ça a changé ma manière de voyager. Moi, j'échange ma maison depuis des années sur des sites d'échange de maisons. Ça a changé ma manière de travailler. Je suis sur LinkedIn comme beaucoup de gens ici, même si j'ai plutôt l'impression que c'est les gens qui sont en recherche de projets ou d'emploi, ce qui n'est pas forcément mon cas. Voilà. Et puis ça a changé ma vie professionnelle. Twitter a beaucoup changé ma vie professionnelle. C'est une masse d'informations extraordinaire. Et en tant que journaliste, patron de journal, évidemment, notre rapport aux réseaux sociaux a ouvert un nouveau champ d'expérience, de connaissances et de questionnement qui est absolument passionnant. Et dans psychologie, on fait des sujets tous les mois là-dessus parce que les réseaux sociaux vont beaucoup plus vite que ce que nous en comprenons. Donc voilà, c'est un sujet passionnant. Michel Maffezoli, est-ce qu'Internet a changé votre vie d'universitaire, de chercheur? Je ne suis pas un bon client parce que je n'aime pas répondre à ce genre de questions. Pourquoi vous n'aimez pas les questions indiscrètes? Pas indiscrètes, mais je préfère analyser en général plutôt que moi-même. Enfin, je vais quand même essayer de vous répondre. C'est la règle de la première question, un peu personnelle. C'est pour ça que je vais le faire. Non, pas personnel, mais sur un point particulier qui risque d'ailleurs de vous chagriner. Je me souviens, et on a seriné comment Hegel disait que la lecture des journaux était la prière de l'homme moderne. Moi, je considère que les réseaux et Internet, c'est la prière de l'homme postmoderne. Et donc, chaque matin, en effet, je ne lis plus les journaux. Par contre, je vais sur Internet. Ben voilà, une belle prière. Axel Daucher, à part vous donner un nouveau travail à la direction générale de Deezer, en quoi Internet a changé votre vie à vous? Alors, bien sûr, d'un point de vue professionnel, parce que c'est ce qui nous permet de décréter le fait d'être mondial, ce qui était absolument insensé il y a quelques années. Et puis je pense que ce rapport au monde au sens la Terre est extrêmement important. Je pense que le gros changement, c'est
chacun vit de façon beaucoup plus équilibrée son rôle, son rapport avec son pays où il vit, le pays d'où il vient, et puis sa part de citizenship mondial. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Et vous, Axel, vous faites votre prière sur les réseaux sociaux ou vous essayez de vous tenir à distance ? Non, j'ai eu un petit retard à l'allumage, une sorte de protection à l'allumage. Maintenant, ça y est, je le vis très bien. Merci à tous les 5. On va tout de suite passer la parole aux membres du panel et vous allez voir la discussion, parce qu'ils ont bien préparé leurs questions, va s'installer assez rapidement. On va commencer par la deuxième question, puisque la première est toujours la plus difficile. Mademoiselle. Donc, Anastasia Romianseva, je suis étudiante à l'école Epitech, donc de l'expertise informatique. Et ma question sera destinée à François Candelon ainsi qu'à Carole Zibi. Concernant les données que nous partageons en tant qu'individus, quelle en est la valeur, quel en est le prix et qui en tire bénéfice? Alors, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec tout ce qu'on raconte, toutes ces conversations et tous nos goûts personnels? François? Alors d'abord, avant de savoir si on gagne de l'argent, je pense qu'il y a une question de quelle est leur valeur. Et ce qui est paradoxal, c'est que habituellement la valeur est fondée sur la rareté. Et là, ce qui fait la valeur des réseaux sociaux, c'est évidemment la quantité de données que l'on est capable de récupérer. Et de la quantité, vous en avez imaginé le nombre de posts que vous avez sur Facebook chaque jour, le nombre de tweets qui avancent. Et tout ça, ce sont évidemment des données que nos amis des réseaux sociaux sont capables d'analyser et d'essayer de monétiser. La deuxième chose, si on est capable aujourd'hui, s'il y a de la valeur, c'est parce qu'il y a des lois, au moins empiriques, qui nous permettent justement de les analyser. Il y a 2 lois empiriques. La loi de Moore, qui traditionnellement dit que l'on est capable, dans sa version, je dirais, communément admise, capable de doubler la capacité de calcul d'une puce tous les 18 mois. Et puis, il y a la loi de Butter, qui dit que l'on est capable de transporter, de doubler la quantité de données qui traverse un câble de fibre optique tous les 9 mois. Donc c'est véritablement l'ensemble de ces choses. Donc d'abord, davantage de données à capturer et analyser. Ensuite, le fait que le coût d'analyse est baissé, qui nous permet derrière de valoriser potentiellement ces données. Mais pour qu'il y ait valeur, il faut qu'il y ait commerce. Et pour qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait aussi un cadre réglementaire au niveau mondial. Et là, je pense qu'on est sur des choses un petit peu plus difficiles, puisque entre les individus qui voudraient un peu plus de confidentialité, les entreprises qui, elles, voudraient davantage de profit et capacité d'utiliser les données, et troisièmement, les États qui ont des intérêts divergents selon qu'ils sont à la traîne comme l'Europe ou au contraire comme les États-Unis qui ont davantage qui ont l'ensemble quasiment des entreprises liées, qui est capable de leverager cette valeur sur leur sol, évidemment les intérêts divergent et donc c'est un petit peu difficile de trouver un cadre commun. Carole Zibi, je rappelle que vous êtes directrice du marketing d'un site professionnel qui s'appelle LinkedIn, sur lequel on dépose toutes les données personnelles et professionnelles qui sont relatives à notre parcours. Juste un préalable avant que vous répondiez, est-ce que justement toutes ces données qu'on aimerait valoriser ou que certains aimeraient valoriser pour faire du business, et ils font déjà du business, est-ce que c'est de la barbe à papa ou est-ce qu'on arrive d'ores et déjà à en tirer un profit quelconque? Avant de répondre exactement à votre question, il me semble qu'il est utile de rappeler qu'en fait, dans le monde des réseaux sociaux, on distingue 3 grands réseaux qui ont plein de petits frères, de cousins, de variantes locales, qui répondent à 3 besoins différents. Le premier, c'est Facebook, on le connaît tous, vous avez beaucoup d'entre vous ont levé la main. C'est donc un réseau social personnel sur lequel on partage beaucoup de choses de sa vie privée, et vous observerez peut-être comme moi qu'il y a une tendance à plus d'intimité, un retour à l'intimité. Moi, j'observe un retour à l'intimité où on va partager moins de choses très personnelles sur Facebook et on a l'enthousiasme d'il y a 2 ou 3 ans qui revient à une utilisation un tout petit peu plus modérée, au moins dans nos classes d'âge. Le deuxième réseau, c'est Twitter, qui est donc le réseau de l'instantané. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisez Twitter, vous avez sans doute envie de tweeter des choses sur ce panel ou d'autres choses sur la Cité de la Réussite aujourd'hui. C'est déjà parti, hein. Il y a un dièse hashtag voilà, CR12 ouais. et c'est déjà parti, ça gazouille. Donc Twitter, c'est le réseau de l'instantané. C'est le réseau où vous pouvez vous exprimer à la terre entière. Ce n'est pas vraiment un réseau social dans le sens où vous ne
vous ne définissez pas qui vous écoute. Ça peut être absolument tout le monde. C'est un peu comme si vous étiez animateur de radio, soudainement, vous avez votre fréquence et vous pouvez animer sur votre onde à vous tout type d'informations que vous souhaitez. Et le troisième, c'est LinkedIn, qui représente le milieu professionnel, dans le sens où les informations qu'on partage sont strictement strictement entendues dans un contexte business. Donc les informations qu'on partage, c'est des informations qu'on souhaite partager. Ce n'est pas des informations qu'on demande nous de partager. Il y a des gens qui partagent strictement rien, qui mettent 2 lignes de parcours et ça s'arrête là. Donc le premier postulat fort, c'est de dire que chaque individu qui participe, qui s'inscrit dans une logique de réseaux sociaux, souhaite partager des informations et est conscient des informations qu'il partage. Le deuxième postulat, c'est que les acteurs que je vous ai mentionnés ont tous conscience que la viabilité, la longévité de leur existence est liée au sérieux avec lequel ils traitent les données, au respect de la vie privée. Alors on entend des histoires, on entend des rumeurs et des spéculations, mais finalement, on s'aperçoit que ces 3 acteurs, alors je ne peux pas parler au nom de tout le monde pour les connaître moins bien que LinkedIn, mais sont très sérieux sur la gestion des données. Donc moi, j'aimerais d'abord enlever une sorte de diabolisation sur le danger, sur la protection des données. Ces 3 acteurs sont très concentrés, sont très sérieux sur la gestion de vos données personnelles à partir du moment où vous choisissez de les donner ou de les partager sur ces réseaux, que vous choisissez quelles sont les règles de partage, si vous les partagez avec 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes, c'est vous qui êtes en contrôle de la donnée que vous partagez. Et finalement, alors moi je parle que de ces 3 réseaux-là, je ne parle pas de réseaux différents, et finalement, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est l'aspect positif de ces données. Dans les années à venir, on va entendre parler des données de plus en plus positivement, parce que vous allez vite, on va tous constater le type de progrès et de bénéfices que les données peuvent nous apporter. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont adeptes du jogging. Nike a sorti un bracelet. Donc, personnellement, je ne suis pas adepte du jogging, mais je trouve que le bracelet Nike est intéressant. Voilà, bracelet plus que le jogging. Donc, le bracelet Nike, c'est un bracelet qui va enregistrer vos performances de jogging et qui va vous permettre de les partager si vous souhaitez les partager et de les comparer course après course. Donc ça, c'est une forme d'utilisation de vos données personnelles que vous choisissez de partager et qui en fait vous apporte un bénéfice. Donc au même titre que cet exemple est peut-être de l'univers du sport et peut-être trivial, vous pouvez imaginer que l'utilisation de vos données pour vous servir ne va aller qu'en progressant et que si chez LinkedIn, on vous demande dans quelle industrie vous travaillez, donc si Arnaud travaille dans l'industrie de la presse, il va recevoir des news, des informations qui sont plus susceptibles de l'intéresser que François ou moi ou quelqu'un d'autre dans la salle. François, juste un petit mot et on passe à la première question. Non, je pense qu'il y aura un sujet à débat sur la question des données personnelles. Sur la question des données personnelles. Oui, c'est-à-dire les 3 gros acteurs font attention à leur image. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je suis sûr que LinkedIn fait parfaitement attention, mais pour les autres, je sais moins. Allez, on fait un deuxième sondage. Qui n'a jamais été spammé ? Voilà, très bien. Première question, on passe à la première question. Elle concerne justement l'exploitation des données personnelles par des concurrents. Le panel ? Non ? Allez, on passe à la 3e question qu'on va poser à Michel Maffezoli. La question 3. Allez. C'est un moteur à injection aujourd'hui, hein. On n'est pas en diesel. Cher monsieur, bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Nader Hassan, étudiant à l'Epitech en 3e année. Super. Donc ma question serait pour Michel Maffezoli et Arnaud Saint-Simon. Et donc, est-ce que la société actuelle nous pousse à aller sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas y aller si on veut, quoi. Ouais, voilà, ce serait, Michel Maffezoli, Arnaud de Saint-Simon, sur la dimension sociologique de ces vies en partage, est-ce qu'il y a aujourd'hui une vie possible sans les réseaux sociaux ? Oui, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, la vie est toujours difficile en général. C'est vrai. Et avec la musique, c'est mieux. Mais enfin bon. Est-ce qu'on vit mieux sur les réseaux ou pas ? Je ne sais pas. Avant, je voudrais faire un petit préliminaire tout de même par rapport à la première question, et c'est ainsi qu'on pourra peut-être répondre à ce thème des réseaux. Quand il y a, comme c'est le cas actuellement, une mutation de fond, sociétale, pour reprendre ce gros mot, il y a souvent un décalage entre ce qui se passe et la manière dont on en parle. Et que si on veut justement, et c'est le cadre de ces débats, dans le cadre de ces débats, si on veut justement parler d'une manière pertinente, il faut arriver à trouver les mots qui soient les moins faux possibles.
Et il est un terme, un mot qui nous est habituel, qu'on a entendu tout à l'heure, qui revient d'une manière lancinante, qui a bien marqué en effet ce qui était le vivre ensemble moderne, qui est le mot individu, avec la protection de cet individu, etc. Et l'individu est la marque de la modernité, hein, c'est le cogito cartésien, je pense. Je suis enfermé dans la forteresse de mon esprit. Et c'est à partir de là que s'était constitué, dans le fond, le contrat social, le vivre ensemble. Et il se trouve qu'on continue à parler de l'individu ou de l'individualisme. Hein, c'est frappant. L'intelligentsia, sous ses diverses formes, politiques, journalistes, universitaires, ont ce petit leitmotiv compte tenu de l'individualisme contemporain. Avec ce côté enfermé. Alors, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Eh bien non, attendez. Là, non, mais vous nous faites monter le suspense, non, là, c'est insoutenable. Moi, je suis un professeur, il me faut du temps pour parler. Hein, je sais, je vous vois arriver. De façon pertinente. Non, vous me voyez arriver, c'est-à-dire qu'il est des moments où il y a un changement et on n'est plus dans l'ère de l'individu, mais dans l'ère de la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. À des masques, c'est ce que veut dire le mot personne. Autant l'individu se trouve enfermé dans le cadre du contrat social, hein, alors là on peut se protéger, voilà, par rapport à la question. Autant la personne, elle s'éclate, je m'éclate, je suis pluriel. Et donc de ce point de vue, voilà pourquoi, de fait, par rapport à votre question, oui, on ne peut qu'être en tribu. Moi j'avais écrit il y a une trentaine d'années ce thème en disant, de fait, les tribus, c'est ce qui va se développer. Les tribus anciennes. Et que curieusement, ces tribus anciennes trouvent avec Internet ou les réseaux sociaux une actualisation, c'est ça la post-modernité. Donc vous voyez pourquoi je dis attention, ne restons pas obnubilés par un individu enfermé en lui-même, qui se protégeait, qui était... C'est ça la formule cartésienne. Je pense donc que je suis dans la forteresse de mon esprit. Et après, je pouvais contracter avec d'autres forteresses. Là, il se trouve qu'on revient sur cette vieille lune qu'était la tribu, et la tribu, je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me crée dans la tribu. Je n'ai pas d'existence individuelle. Dans la personne, ben voilà, je suis partie prenante d'une entité qui me dépasse. De l'ère du jeu, on passe à l'ère du nous. Et du coup, je ne peux exister que si je suis dans une tribu. Alors bien sûr, ce n'est plus la tribu ancienne où on est traditionnelle, primitive, etc., où on était d'une tribu. Là, en fonction des masques qui sont les miens, ben, je vais aller dans telle tribu sexuelle, musicale, religieuse, sportive, je vais virevolter, et ce sont les forums, ce sont les blogs, ce sont les réseaux, etc. Donc, en effet, monsieur, on ne peut exister que si on est d'une tribu. En tout cas, dans le cadre sociétal, hein, si on veut bien sûr participer à ce qu'est le vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui, à bien des égards, nous chagrine, nous fait peur, à juste titre. Parce que nous sommes habitués, la culture, c'est ce qu'on a sucé avec le lait maternel. On est habitué, encore une fois, à penser par soi-même, officiellement, à agir par soi-même, alors qu'on est pensé par l'autre, on est agi par l'autre. Et là, voilà le vrai changement sociétal. Voilà ce qu'on a du mal à penser, le passage de la modernité à la postmodernité. Arnaud de Saint-Simon, la forteresse individualiste prend l'eau. Est-ce que la société nous pousse, moi je crois que la psychologie nous pousse beaucoup, surtout sur Facebook, à exister sur Facebook et à travers les autres, mais je crois qu'il y a une question là-dessus. C'est vrai que ça serait dommage de s'en priver, mais en même temps, c'est compliqué. Je pense l'autre jour, j'avais une école qui venait nous rendre visite à psychologie et je leur ai demandé qui ne fait pas partie de Facebook. Il y en avait un. Il est quand même. Est-ce que c'est le premier de la classe? Je ne sais pas. Mais il est quand même isolé. Aujourd'hui, chercher du boulot, si on n'est pas sur LinkedIn, c'est quand même compliqué. Donc, et je ne parle même pas de la fracture numérique qui quand même existe aussi. Donc c'est compliqué, je crois, d'exister sans être sur les réseaux sociaux un minimum. Axel, vous vouliez réagir à cette question-là? Oui, moi je pense que l'évolution de l'homme a été de le doter d'outils de productivité. La voiture permet d'aller plus vite. Internet, l'ordinateur a permis d'être incroyablement plus efficace. Avec Word, je ne comprends pas comment on faisait des contrats avant l'existence d'Internet. Je crois que ça existait, mais j'avais du mal à imaginer. Donc toutes ces évolutions-là sont des évolutions qui démultiplient la force individuelle. Et effectivement, le réseau social démultiplie la capacité d'être en relation avec des gens qu'on connaît, moins avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est un outil de productivité. La particularité, c'est qu'on a le choix d'y aller ou pas y aller. Quand on est dans une ville, on n'a pas besoin d'avoir de voiture. Quand on est agriculteur, Word, c'est peut-être moins important, c'est peut-être un poncif, donc je fais attention. Mais bref, suivant qui vous êtes, vous avez besoin de cet outil de productivité relationnelle ou vous n'en avez pas besoin. En revanche, la grande nouveauté, c'est que vous avez le choix.
Avant d'avoir une voiture, il faut avoir les moyens d'avoir une voiture. Il y a encore de la fracture numérique, mais on a de plus en plus d'outils qui permettent d'aller de gérer un copain, 10 copains, 1000 copains, professionnellement ou non professionnellement. Et ça, c'est énorme. Alors, il y a plein de sujets sur les données, le droit à l'oubli, on en reparlera tout à l'heure. Donc, il y a plein de dark side of the moon. Mais à part ça, c'est quelque chose qui permet d'être plus efficace dans ses relations avec les autres. Et c'est au choix de chacun d'y aller en fonction de qui on est. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé d'y aller. C'est juste un plus. Question 4. Vous avez eu la réponse, donc on avance. Alors, il y a un tweet assez amusant. On me signale sur Internet, Anne nous dit un type a engagé quelqu'un pour lui mettre des baffes à chaque fois qu'il va sur Facebook, qui pose la question de la relation d'attraction-répulsion des réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent... on est arrivé à un stade où les réseaux sociaux sont partout et moi, je veux me déconnecter. La question de la déconnexion, je la pose à chacun d'entre vous, mais peut-être, tiens, Arnaud de Saint-Simon. On dit maintenant la déconnexion est un luxe. Et Axel disait, on a tellement accéléré, il y a eu la voiture, il y a les réseaux sociaux, et maintenant, il y a la déconnexion. Où est-ce qu'on se situe par rapport à la connexion-déconnexion de la tribu ou de la personne, comme disait Michel Maffezoli? Non, mais c'est vrai qu'on entend, on lit aujourd'hui des hôtels super luxe où on vous vend le fait d'être déconnecté, c'est-à-dire que le web ne passe pas, donc on vous garantit un vrai repos. Bon. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'études qui sortent aujourd'hui où il y a en gros, on va dire, 50% de la population qui aspire à un besoin ou d'être déconnecté, ou en tout cas de mettre Internet à sa juste place. Donc c'est quelque chose, ce besoin de déconnecter, et non seulement peut-être ressenti par les parents ou même les employeurs, quand les gens passent leur temps sur Facebook, mais est ressenti de plus en plus par les gens pour, retrouver un espace personnel, vivre une vie privée, sociale, familiale, et même chez les jeunes, je crois que c'est 40 à 50% des jeunes qui le disent. Alors après, il y a une deuxième question qui est: ah, mais vous avez envie, mais alors le faites-vous? Alors là, il y a 10% des gens qui le font. Voilà, donc il y a quand même un écart entre ce désir qui monte et puis la réalité de l'usage qui est quand même ultra fort. C'est quand même une drogue dure, les réseaux sociaux. On va pas parler. Il l'a dit. Michel, oui, drogue dure. En référence à ce que je disais il y a un instant, la personne plurielle. J'ai des masques. Donc, à mon sens, la grande tendance, c'est tout de même d'être toujours en relation. Pas forcément pour un contenu. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, rien des choses c'est le degré zéro du contenu, mais c'est le contenant, je dis. On est ensemble pour être ensemble. Alors donc, je dirais, ça c'est la grande tendance. Mais en même temps, il y a nécessité pour une facette de moi, un de mes masques, de la retraite. Et de fait, dans une vie, il y a ces moments, encore une fois, de revenir à la niche, de revenir au trou, de revenir tranquille en soi-même. Et ces hôtels, moi j'en connais certains, en effet, où de fait, on est à un endroit totalement déconnecté, mais c'est des moments, cela. Ce n'est pas l'ensemble de l'existence. Reconnaissez que, de fait, il y a toujours, je dis bien, ce primum relationnisme, toujours en relation. Et puis, il n'en reste pas moins qu'il y a un moment donné où il est nécessaire de préserver. Et anthropologiquement, dans la mystique, on appelle ça l'orphanité. Gros mot pour dire l'idée de retraite, la nécessité d'une utopie interstitielle. C'est pas un gros mot, c'est joli, orphanité. Comment vous l'écrivez? Avec un PH. C'est l'orphelin vient de là, c'est-à-dire la retraite, la déconnexion. François? Non, je voulais juste réagir à la question de productivité dont parlait Axel. Je pense qu'en effet, nous avons de plus en plus d'outils qui nous permettent d'être plus productifs. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas effectivement dans les chiffres. C'est-à-dire que autant lorsque les ordinateurs sont arrivés, on a vu un changement dans la productivité des individus, autant aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne voit pas d'évolution. Et donc, je pense qu'on va essayer de retrouver un équilibre. Et après avoir eu une période un petit peu de liberté ou libératoire, comme on a pu la vivre, on va revenir vers quelque chose, une utilisation qui sera plus régulée. Plus régulée, parce qu'il y a des sociétés qui maintenant interdisent le vendredi l'utilisation des emails, les connexions professionnelles pendant le week-end. Donc il y a des exclusions, il y a des coupures choisies, volontaires et qui ne sont pas que subies, ce qui m'amène à la 6e question. La 5e, pardon. La 5e. Le panel. Bonjour.
Vincent Cadgeri d'Epitech. J'ai une question à l'intention de Michel Maffesoli et Arnaud de Saint-Simon. Donc vous avez parlé de... Vous avez parlé de groupes et de tribus. Donc moi j'aurais une question. L'individu qui n'utilise pas les réseaux sociaux n'est-il pas exclu de la société ? On a un peu répondu à ça. On peut le dire d'une manière métaphorique. Regardez dans votre portefeuille nos billets d'euros. On n'y a pas fait attention. Il y a le pont et la porte. Et dans le fond, on a là exactement ce que certains bons esprits, par lequel ils caractérisent la société, cette nécessité d'être enfermé, la porte, et le pont, quelque chose qui nous ouvre. Alors, vous avez compris que je dirais, moi toujours, arrêtez de nous parler de l'individu. Ce n'est plus ce qui caractérise nos sociétés. Il y a des personnes plurielles. Donc dans cette personne plurielle, je viens de l'indiquer, il y a des moments où on a envie d'être en relation, de copuler avec l'autre. Une copulation mystique. D'être toujours en relation. Il y a d'autres moments où, au contraire, il y a cette nécessité de se retirer. Mais si on veut participer à l'être ensemble, dans tous les domaines, que ce soit encore une fois les discussions religieuses, politiques, érotiques, professionnelles, dans quelque ordre que ce soit, eh bien, il y a nécessité d'être sur ces réseaux. Dans le fond, ces réseaux, c'est une... excusez encore une fois ce gros mot, c'est une structure anthropologique. Il y a eu des moments où prévalait le fait d'être en relation. Il se trouve que la parenthèse moderne, du XVIIe à la moitié du XXe siècle, a au contraire mis l'accent sur le mur de la vie privée. C'était cette expression qui faisait qu'on était enfermé en soi-même, éventuellement dans la famille mononucléaire, etc. Eh bien, il se trouve que cette parenthèse est enfermée. Il faut accepter le fait que dans les histoires humaines, il y ait des cycles. Et le cycle qui est en gestation, ce dont nous avons peur de parler en France, qui est la post-modernité, dans cette post-modernité, il y a retour de cette vieille lune, encore une fois, tribale. Ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Démultiplication des effets entre cette vieille chose archaïque qui était la tribu et Internet, le réseau horizontal. Voilà, donc de ce point de vue, à mon sens, je disais tout à l'heure, je vous le redis, cher ami, la grande tendance, qu'on le veuille ou non, c'est encore une fois d'être en relation et non pas d'être enfermé en soi-même. Le « je m'éclate » est peut-être la formule la plus empirique pour traduire le fait qu'on est toujours en relation. Voilà, c'est tout. Alors, il y a des gens qui ne s'éclatent pas quand on partage leurs données à leur insu. C'est la question 6. Merci. Bonjour, Antoine Pierre, toujours pour Epitech. Donc moi, ma question, c'était pour Michel Maffesoli et Arnaud de Saint-Simon. Tout à l'heure, on parlait des modèles économiques de ces réseaux sociaux. Je voulais savoir si moralement, ça vous posait problème qu'on monétise ces informations. C'est une question à tous, là, parce qu'il y a des businesswomen, des businessmen. Alors, nos vies en partage, c'est aussi un partage de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on prend les données et puis on fait du business dessus, et il y a des gens que ça gêne. Moi j'ai aucun problème moral avec ça. D'abord, nous avons la possibilité les uns et les autres de nous connecter, de changer d'adresse dans la seconde. Donc si on va trop loin, il y a quand même cette menace-là. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et en plus, en général, je parle des réseaux sociaux, je ne parle pas des autres endroits où on laisse notre adresse. L'idée d'avoir nos données personnelles, c'est pour avoir une pub contextuelle. Et finalement, moi je préfère avoir une pub qui me concerne qu'une pub qui ne me concerne pas. En revanche, je voulais rebondir sur ce que disait Carole tout à l'heure. Je crois qu'il faut dire aux jeunes que Facebook est une machine extraordinaire et diabolique de stockage d'informations personnelles. C'est-à-dire tout ce que vous likez est stocké, etc. Donc il faut quand même que les gens sachent qu'ils participent à une gigantesque base de données. D'ailleurs, il y a eu un grand débat récemment sur les dislikes. C'est-à-dire que, parce que finalement, on n'est pas obligé d'aimer les choses, on peut se retrouver sur les choses qu'on n'aime pas, mais ça ne va pas du tout à Facebook, parce que ce que vous n'aimez pas, on ne peut pas le monétiser. Voilà. Donc il faut juste qu'on sache exactement ce qui s'y passe, et à partir du moment où on le sait, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je peux dire un mot sur la morale ? Oui. Là encore, voilà un mot qui est impertinent, qui n'est plus convenable. Non, dans le sens simple du terme, la morale, c'est dans le fond quelque chose qui faisait qu'on pensait le monde tel qu'il devait être. C'est ça, la logique du devoir être. Et il faut d'abord prendre acte de ce qui est. Donc, avoir une vision morale, je considère que ça peut être légitime. Mais d'un point de vue analytique, enfin en tout cas moi, quand j'essaie de réfléchir sur la société, je ne me pose pas de savoir si c'est bien, si c'est mal. C'est là.
c'est là, il y a cette masse d'informations, multiples et diverses, pour le meilleur et pour le pire. Là où ça relativise, c'est que peu à peu, il va s'établir une forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'on est en train, encore une fois, de diffracter des multiplicités d'informations. Quand on regarde sur Internet, on voit par exemple 100 000 items qui reviennent sur telle personne. Mais ça les relativise. Alors il y a 60% qui sont des données personnelles qu'on n'a pas envie de voir diffusées, et puis le contraire, qui sont au contraire valorisantes, qui sont une forme de pub pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est, etc. Et il faut accepter cette idée qu'il va y avoir une régulation après coup. Voilà. Là encore une fois, veuillez m'excuser, mais moi je suis attentif au mot. Le mot moral est un mot qui ne convient pas. Par contre, alors qu'on l'emploie souvent l'un pour l'autre, il y a à réfléchir sur l'éthique. L'éthique n'est pas quelque chose qui devrait être. C'est comment je m'ajuste. Ethos, ça veut dire le ciment. Comment va se structurer justement ces multiples informations. Donc, vous comprenez ma réponse de dire ne nous préoccupons pas de la morale, essayons d'abord de constater ce qui est et de voir ensuite quelles sont les formes de régulation interne qui vont s'opérer et non pas à partir de la verticalité de lois, et je ne vais pas les nommer ici. Axel ? Alors, moi je trouve que c'est pas... il y a la morale, il y a l'éthique. Je pense qu'en gros, on est surtout en face d'une nouvelle place publique, une nouvelle agora. Et cette nouvelle agora... si on essaie de sortir de mots qui sont lourds de sens, il est bien ou il n'est pas bien. Pour moi, il est bien si la liberté est respectée. Et je vois trois natures de liberté qui ne se posaient pas dans un agora physique et qui se posent dans un agora virtuel. Première liberté, c'est la liberté de choisir ce qu'on partage. Là, moi, je pense que les réseaux mettent en place des solutions pour ça. Je pense qu'en revanche, il y a un tel décalage de maturité entre les solutions pour se déconnecter, pour choisir ce qu'on veut, et la compréhension que les gens en ont, qu'il n'y a pas de liberté effective. Il n'y a qu'une liberté formelle, mais pas effective. La deuxième, c'est la liberté de l'oubli. Ça ne se posait pas dans l'agora où chacun oubliait ce que les autres avaient dit au bout d'un certain temps. Elle se pose dans le cadre d'un agora virtuel, et c'est un sujet à part entière, peut-être le plus important. Mais la troisième liberté, qui est la plus difficile, et ça rejoint la déconnexion dont on parlait tout à l'heure, c'est la liberté de décider à quoi on occupe son temps. Aujourd'hui, dans le problématique je vais prendre la presse par exemple, pour David, à partir du moment où l'information, tous les journaux se battent pour l'envoyer par tweet ou par mail ou par notification au moment où l'information arrive, si on rentre dans ce jeu-là, on n'est plus libre de la regarder et de l'assimiler au moment où on en a envie. Je pense que la question de la déconnexion, c'est la question de garder la maîtrise sur l'usage de son temps. Et là, aujourd'hui, c'est très compliqué d'établir cette liberté parce qu'elle est liée à un comportement de chacun et avec globalement des populations dont je fais partie qui ne sont absolument pas mûres pour réussir à s'imposer les règles. Les règles vont venir, mais elles ne sont pas encore là. Donc il n'y a pas de liberté sur ce dernier point. François, vous vouliez ajouter un mot avant qu'on passe à la question 7. Non, je voulais réagir sur le côté Facebook. Et ça ne concerne probablement pas LinkedIn, mais quand on regarde le paramétrage par défaut des données personnelles et son évolution au cours du temps, entre 2005 et 2011, c'est tout à fait effarant. On est passé d'un monde dans lequel les données étaient globalement personnelles et restaient confidentielles, et on était vraiment en opt-in, on devait dire ce que l'on voulait libérer. Aujourd'hui, a priori, l'ensemble des données sont quasiment publiques pour tous par défaut. Donc il faut vraiment rentrer dans cette logique, on est passé à une logique d'opt-out, et ça c'est vraiment très différent en termes de lien avec les autres. C'est vrai que quand on lit les clauses de confidentialité de Facebook, c'est épais comme un bottin. La question 7 porte sur nos enfants et leur éducation. Donc Jimmy Touzelet de l'ISEC Paris. Donc c'est une question plutôt pour Arnaud de Saint-Simon. Donc les réseaux sociaux permettent aux jeunes de se construire sur des bases sociales fondées sur des amitiés virtuelles, ce qui peut peut-être les amener à s'éloigner donc des cercles d'amis physiques qu'on a plutôt l'habitude de connaître. Donc est-ce que ce comportement comporte des risques pour leur vie future ? Moi, je trouve qu'une fois de plus, on diabolise beaucoup Facebook avec les enfants. Je trouve d'abord que c'est formidable. Moi, ma fille, elle a créé un groupe avec sa classe. Ils s'échangent des cours, des horaires qui changent, etc. Il y a plein de choses. Puis en plus, on diabolise beaucoup, mais les enfants, ils ont beaucoup plus de maturité et ils jouent beaucoup aussi avec Facebook. Il n'empêche que c'est vrai que Facebook change beaucoup quelque chose, notamment
dans l'enfance et l'adolescence, qui est quelque chose de l'ordre de la construction de soi. Alors, je vais faire une petite parenthèse lacanienne, mais il y a le stade du miroir, hein, où pour Lacan, voilà, c'est dans le regard du père et voilà que l'enfant naît, et que l'enfant naît devant son miroir. Et là, c'est vrai que voilà. Puis après, on grandit comme ça dans le regard des autres, dans la famille. Mais là, sur Facebook, on est dans l'hyper-exposition de cette tendance-là. Donc forcément, il y a quelque chose qui peut créer de la dépendance, hein, sur voilà, le besoin d'être liké, le besoin d'exister, le besoin d'être reconnu, à l'excès et à l'extrême. Il y a des gens qui voilà, postent des trucs et sont ultra angoissés s'il n'y a pas de like, et les retirent dans les 10 minutes. Ils sont en permanence dans une construction d'eux-mêmes, construction qui est illusoire. Parce que d'abord, l'image qu'on construit, d'abord, on ne se connaît pas. Donc, quelle image construit-on? Et puis, il y a des tas de lapsus, etc. Donc, voilà, il faut juste le savoir. Facebook est un amplificateur peut-être, un amplificateur de la dépendance. La deuxième chose, elle est sur le rapport aux études. Quand même, les quelques heures que moi, mes 3 ados passent sur Facebook, c'est des heures qui ne passent pas voilà, à bouquiner et autre chose. Et donc, Facebook, et je dirais Internet, d'une manière générale, change complètement le rapport des enfants à l'acquisition de connaissances. Par exemple, les enfants sont habitués dans la seconde à avoir une réponse de Google sur une question. Donc, se prendre un moment sur une feuille blanche à réfléchir à quelque chose, c'est non seulement très difficile, mais en plus incompréhensible, alors que la réponse, elle est là. Donc, dans le temps que ça prend, dans l'impatience que ça crée, dans la difficulté à se concentrer, voilà, c'est quelque chose. Et tout à l'heure, on en parlait à l'instant, il y a ce rapport à créer, c'est-à-dire être capable de déconnecter un peu. Moi, je vois mes enfants, ils travaillent et ils ont toutes les 10 secondes un message qui apparaît. Donc, tac, 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 voilà. Donc, voilà. C'est difficile de se concentrer. Donc, c'est une bibliothèque mondiale extraordinaire, mais il faut quand même apprendre voilà, à se concentrer, à creuser et à penser par soi-même. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pose un énoncé à l'école, moi je vois mes 3 ados, ils vont sur Internet, ils posent la question à Google et ensuite ils essayent de comprendre la réponse de Google. Hein, voilà, en gros, hein, bon. Michel, oui, c'est un sujet à lui tout seul, la question de comment on éduque les enfants à l'heure des nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça change dans le métier des enseignants? Qu'est-ce que ça change dans le métier des parents? On sort d'un débat sur les devoirs ou pas devoirs pour les parents et pour les enfants. Enfin, je veux dire, c'est un océan. Votre réaction à cette question-là? Ma réaction, je dirais presque mon expérience. Moi, je vois quand je faisais mon cours il y a 30 ans en face à la Sorbonne, ben, je faisais mon cours. C'était peinard, hein, c'était peinard. C'était bien. Vous étiez la star, vous aviez des likes et des trucs. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et maintenant, je fais encore des cours d'amphi, mais il n'arrête pas moins que je vois mes étudiants en train de bloguer pour voir si ce que je dis est vrai ou faux. Donc il était temps quand même. Et il m'est arrivé qu'on me dise que telle date que je donnais à telle publication de mon livre, ça ne correspondait pas à la réalité. En journalisme, on appelle ça le fact-checking. Bon, voilà. Quand Jean-Pierre Elkabbach ou je ne sais qui parle, en bref, ça veut dire, cher ami, que l'éducation, c'est fini. Hein, l'éducation dans le sens simple du terme, c'est-à-dire éducar et je te tire, toi tu ne sais pas, moi je sais, je tire. Ça, c'est fini. C'est fini. Ça, c'était la verticalité du savoir qui a entraîné un pouvoir. Et il se trouve qu'on n'est plus dans la topique de la verticalité, mais de l'horizontalité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une autre forme de socialisation qui a déjà existé. Je reviens sur mon vieux dada. Dans les sociétés primitives, c'est l'initiation. L'initiation ne postule pas qu'il n'y a rien que je vais tirer ou que je vais remplir, mais qu'il y a là un trésor que je vais faire ressortir, que je vais accompagner. Et donc, dans le fond, voilà le vrai problème. On reste sur une idée éducative du monde. Je dis bien, moi je sais, toi tu sais pas, je te tire. L'idée éducative du monde, c'est des gens sur une estrade qui parlent à un public silencieux. Par exemple, c'est tout. Vous l'avez un peu rompu avec votre panel quand même. Déjà. Un peu rompu avec le panel. Mais de toute façon, c'est pas que cela, c'est le journaliste qui sait, c'est le politique qui sait à la place de l'autre, etc. Et c'est cette structure qui est pourrie, c'est tout, c'est fini, ça, il faut l'accepter. Et de fait, ce qui est en jeu dans cette post-modernité, dans ce qui est le propre de ces réseaux, c'est l'horizontalité. Hein. Il n'y a plus le monothéisme de la vérité unique, mais des vérités plurielles approximatives.
Je vais approcher de vérité. Donc je n'ai pas une vérité à donner, mais il y a un échange. Je maintiens la vieille structure de l'initiation, on va dire coaching, si on veut être plus politiquement correct. Mais la vieille idée de l'initiation, ce n'est plus la loi du père, puisque vous citiez Lacan, c'est la loi des frères. Il y a de la loi, il y a quelque chose, mais qui est horizontal. Et de fait, à ce moment-là, le stade du miroir, qui était notre alpha et oméga, hein, on se constituait en se voyant, et j'étais je. Là, actuellement, devant la multiplicité des écrans, c'est là où il y a l'éclatement de la personne, voyez, et que c'est cela qu'il faut penser. Et il se trouve que, curieusement, la technologie avait désenchanté le monde dans la modernité. Il est en train de le réenchanter. Il est en train de nous donner du virtuel, on en parlera, c'est-à-dire plusieurs vies dans une vie, plusieurs manières d'être dans ce qui est pas simplement réductible à l'individu enfermé en lui-même. Donc vous voyez, en ce sens, là encore, il y a un décalage. Hein. On reste sur une idée éducative du monde. Je dis éducative, hein, étant entendu, ce n'est pas simplement l'éducation, hein, c'est les parents, l'école, le politique, les journalistes, etc. Et qu'il y a lieu maintenant de rentrer dans cette horizontalité qui est le vrai défi qui nous est lancé par les réseaux. On passe à la question 8. Oui, la question, en fait, est sur le comportement des parents et jeunes parents qui partagent en fait la vie de leurs enfants dès leur naissance. En fait, en leur imposant, en fait, via des photos, vidéos, les anniversaires et autres, des photos de la vie de tous les jours. Et en fait, c'est pour savoir plus tard, à la construction de l'adolescence et jeune adulte de cet enfant, enfin, vous pensez que ça peut comporter, amener des risques ou autre, mais Est-ce que ces blogs de parents, où dès les 3 premiers mois de la grossesse de la maman, on a une photo de l'échographie, est-ce que ça raconte quelque chose? Qu'est-ce que ça dit? Et est-ce que ça peut avoir des conséquences pour plus tard? Et je ne parle pas de la photo du bébé, les premiers pas. Il y a maintenant des réseaux sociaux pour les bébés, les tout petits, pour partager ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas d'ailleurs. Est-ce que ça pose un problème, ça? Moi, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce sujet. Je trouve que c'est formidable de pouvoir partager les événements personnels, naissances et autres. Surtout, je ne sais pas, peut-être nous ici autour de la table, on est assez occupés. Et finalement, ça nous permet de rester en lien et de partager des choses. Moi, je voudrais dire une chose sur... je vais donc répondre à côté de votre question, pardon. Moi, ce que je trouve très intéressant avec Internet et les réseaux sociaux, c'est que je crois pour la première fois, les parents jouent au même jeu que les enfants. C'est-à-dire qu'avant, il fallait se taper d'à quatre pattes, voilà, à jouer avec le petit, etc. Aujourd'hui, on regarde ensemble des vidéos, on se marre. Voilà. C'est la première fois que parents, jeunes, etc. Voilà. Et deuxième chose, c'est la première fois que les enfants apprennent des choses aux parents. Enfin, je veux dire, avant, ils nous apprenaient beaucoup de choses. Bon. Mais là, voilà, ils sont vraiment nos initiateurs. Donc je trouve que le jeu qui se joue entre parents et enfants sur Internet est plutôt amusant et stimulant. Une autre réaction? Question 9. Bonjour, donc Étienne Krob de l'ISEC Paris. Moi j'avais une question pour François Candelon à propos de la communication des entreprises en fait. Donc c'est est-ce que la communication B2C doit miser principalement sur le partage avec les consommateurs au même titre qu'un ami, ou est-ce qu'elle doit garder son statut de marque? Alors je pense que Axel est probablement plus à même de répondre que moi à cette question. Mais un ou deux points, enfin, je pense que c'est un petit peu les deux. Je pense que Internet aujourd'hui permet d'aller beaucoup plus vite dans les réactions, dans la compréhension d'un produit et donc de réagir au marché beaucoup plus vite. Vous avez des groupes Internet, vous pouvez faire des focus group là-dessus déjà avec une vision qui peut être mondiale et très segmentée. Donc il y a une quantité de personnes susceptibles de réagir au produit que vous voulez avoir qui est énorme. Ensuite, il faut de fait donner la main et leverager ce qui est Internet. Vous avez toutes les approches de recommandation, les moteurs de recommandation, etc. Et je pense qu'il n'y a pas d'alternative, si on veut être présent sur Internet, que effectivement travailler dessus. Et puis troisièmement, alors il y a un élément qui est un peu différent de ce que l'on avait dans le monde plus classique, même si je pense qu'il faut se dire que Internet n'en est qu'une extension. Et les règles qui étaient appliquées au monde physique trouvent leur expression aussi sur ce monde virtuel, qui est ce qu'on pourrait appeler la bien-pensance, ou en tout cas le fait de travailler en relation avec un certain nombre de sujets, de sociétés. Il faut qu'on soit en adéquation avec la société telle qu'elle est et les grands sujets qui sont les siens aujourd'hui.
Non, mais je sais pas, je pense qu'Axel, tu as d'autres points à rajouter. Moi, je pense que les marques sont beaucoup plus fautives que les réseaux sociaux, en l'occurrence. Je pense que là, aujourd'hui, quand on fait un plan marketing, dedans, il y a un truc qui s'appelle social marketing. Social marketing, il y a le bon côté, hein, c'est oui, je vais nourrir une relation avec les gens qui m'aiment bien et je vais essayer de bien leur répondre, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, d'expliquer pourquoi. Et puis il y a tout l'autre volet qui est je vais instrumentaliser les réseaux sociaux pour influencer ma cible sans nécessairement apparaître comme l'influenceur. Et alors là, on est dans une perversion qui est sans doute temporaire parce que les choses vont s'équilibrer, mais sur lequel là, il y a vraiment des travers absolument énormes. Là, il y a un reportage récemment où on montrait que sur TripAdvisor, les restaurants achetaient des commentaires, des faux commentaires. TripAdvisor est un site de notation de restaurants et d'hôtels et de voyages, quoi. Exactement. Donc, et on peut laisser des commentaires et les internautes disent c'était bien, c'était pas bien, et les escrocs disent mon hôtel est formidable alors qu'il n'y a pas la télé, quoi. Quand l'escroc va tout seul dire mon hôtel est formidable, c'est pas grave parce qu'il est dépassé par le volume des gens qui ont un vrai avis sur l'hôtel. En revanche, quand l'escroc en question va payer en Inde des gens qui vont faire ça à l'appel pendant des kilomètres sans jamais été, là, ça dévoie complètement le phénomène. Donc le fait que les marques communiquent sur les réseaux sociaux est tout à fait normal. En revanche, vous avez compris. En revanche, il y a les marques elles-mêmes, et je pense qu'elles vont y arriver, doivent se contraindre à une lisibilité fondamentale de leur action. Parce que sinon tout s'effondre. Alors, Michel Maffezoli, je rebondis sur ce que vous disiez, mais ça marche aussi pour les marques. La question de l'horizontalité. Avant, la marque, c'était un grand building, il envoyait ses pubs, les consommateurs suivaient la bouche ouverte ou ils ne suivaient pas, mais enfin, ils ne donnaient pas leur avis. Carole Zibi, par rapport, vous qui avez une expérience du marketing social, du marketing sur Internet, est-ce que c'est une reconfiguration du travail des entreprises par rapport à leurs clients, c'est-à-dire un nouveau respect, une nouvelle dépendance vis-à-vis des clients, ou est-ce que finalement le jeu est toujours le même, on vous connaît, on va vous connaître mieux et on va vous faire dépenser encore plus? Alors moi, je souscris totalement à votre analyse, David, sur le fait que l'horizontalité dont on parlait, c'est vraiment s'applique à tous. Elle s'applique aux marques, elle s'applique aux individus, elle s'applique aux politiques, et on a bien vu à quel point les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental dans toutes les dernières élections présidentielles, ici ou ailleurs. Et donc quand il s'agit de marques, l'enjeu d'aujourd'hui n'est plus d'envoyer des messages, mais d'entrer en relation avec son public. Et donc entrer en relation, ça comporte des nouvelles règles du jeu et des nouveaux risques. Pour vous citer un exemple, dans l'univers de la mode, les très grands créateurs se sont exposés à la vie du public en direct sur Facebook. Vous prenez une marque comme Vuitton, donc créateur est Marc Jacobs. Marc Jacobs, quand il défile, avant, il avait une série de journalistes au premier rang qui étaient plus ou moins acquis à sa cause et qui allaient écrire le lendemain dans des quotidiens leur point de vue sur le défilé. Aujourd'hui, le défilé est en direct sur Facebook. Beaucoup de gens le regardent en direct sur Facebook, ce qui est une nouveauté de pouvoir d'assister à un défilé comme un journaliste. Et les gens vont dire « je n'aime pas ces chaussures ». Et ce « je n'aime pas ces chaussures », c'est un espace de liberté qu'avant on n'avait pas, qu'évidemment on ne lisait pas dans la presse, et qui offre à la marque une posture différente, plus vulnérable, plus ouverte, et qui offre à chacun d'entre nous la possibilité d'exprimer ce qu'on a envie de dire. Donc je trouve que justement pour les marques, c'est une opportunité d'une certaine forme d'humilité, d'engager un discours différent avec son public, et qui pour moi n'est que source de plus de positivisme vis-à-vis des marques et plus d'enthousiasme vis-à-vis des marques. Est-ce que je peux dire un mot sur le marketing des tribus? Puisque si j'avais eu le nez creux, moi j'aurais déposé à l'époque le mot tribu. Mais il y a un marketing des tribus actuellement. Alors on dit marketing tribu, cible, etc. Ça veut dire que n'est plus possible, là encore, un universalisme, mais qu'il va falloir cibler. Et voyez, par rapport à ce que vous disiez, c'est pas forcément de la consommation que cela incite, à vrai dire. Vous disiez, je ne sais plus quoi, faire consommer ou faire acheter, etc. Je parlais de l'ancien modèle, c'est-à-dire la relation marque-consommateur qui pour était dépense. Pour une entreprise, il faut que justement il soit en accord avec sa tribu. Là, il y a une réversibilité qui est tout à fait différente et qui ne fonctionne pas sur l'idée que je vais arriver à imposer un produit. Mais au contraire, est-ce que je vais sentir ce qui est dans l'air du temps en fonction de telle ou telle cible, tribu, communauté, peu importe le terme. Là, il y a aussi un vrai changement sociétal important. Question 10 qui nous parle du bug de Facebook. Alors j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément d'accord avec la véracité du bug ou pas.
Mais justement, enfin, l'histoire en elle-même, l'histoire technique est intéressante, mais l'histoire de est-ce que c'est de mes informations personnelles, mes messages personnels, ou est-ce que je ne me souviens plus du niveau d'impudeur de ce que je postais il y a 5 ans, tout est intéressant, bug ou pas bug, même si la CNIL a dit qu'il n'y avait pas bug. Enfin, bon. Ma question, c'est se reporter principalement à la mise en bourse aussi de Facebook. Et est-ce que cette mise en bourse associée à la sécurité, pas toujours très transparente, même si les réseaux sociaux essayent de travailler là-dessus, ça peut être un facteur de déclin pour un réseau qui se veut social? Est-ce que la financiarisation de Facebook, c'est mal? Excusez-moi, mais finalement, il y a une espèce de musique comme ça sur le fait que l'argent corrompt, l'argent rend fou, et qu'un réseau social qui serait coté en bourse, eh ben, il perdrait le côté copain authentique des origines. Axel? Alors, le fait que Facebook soit en bourse a deux côtés. Hein. Il y a un côté qui est parfait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui autour des agissements pas très bien de Facebook, du bug, que ça soit vrai ou pas, le fait d'être en bourse va lui donner un écho qui peut être déterminant pour l'entreprise et catastrophique pour l'entreprise. Donc ça engage le réseau social dans une obligation d'éthique, si c'est le bon mot, absolue. Parce que les mouvements de foule peuvent se retourner pas seulement sur les utilisateurs, mais sur la valeur de l'entreprise. En revanche, l'autre volet, c'est le volet, maintenant que je suis en bourse, je dois gagner de l'argent, parce qu'avant, je devais juste gagner des utilisateurs, mais maintenant, il faut que je prouve que je dois gagner de l'argent, qui est un peu le sujet de la baisse du cours de Facebook en ce moment. Et là, c'est plus compliqué, parce que ça va au contraire plutôt pousser Facebook à surmonétiser les données. Et en tout cas, à un moment donné où on a un arbitrage entre, pour reprendre ce que disait François, cette nouvelle information, je vais la proposer au partage et les gens choisiront. Et on regarde économiquement et on se dit, je vais plutôt la mettre par défaut et puis les gens qui ne seront pas d'accord vont l'enlever parce qu'il y a plus de valeur derrière. Donc c'est vraiment à double facette. Moi, je pense que globalement, ça engage Facebook vers une plus grande lisibilité de ses choix. Et en cela, ça sera forcément bien à moyen terme. François? Oui, sur l'impact du bug sur Facebook. Alors c'est vrai que la séance qui a suivi le bug, entre guillemets, ils ont fait moins 9%. Donc en effet, c'est un impact. Une semaine après, ils avaient retrouvé des niveaux qui étaient équivalents à ceux qui étaient les leurs avant le bug. Donc je pense qu'il y a quand même tout un ensemble, un disconnect, comme disent nos amis anglais, entre d'un côté ce que l'on dit dans ces forums, ce que l'on dit, et ensuite la pratique des individus. Si vous voulez, quand on regarde, il y a eu les 2 semaines qui ont suivi le bug, il y a eu 400 000 nouveaux comptes Facebook qui ont été ouverts en France. Aucun changement de tendance par rapport à ce qui se passait avant. Donc je pense qu'on a vraiment cette difficulté. Bon, et puis pour rejoindre ce que tu disais, ils ont besoin... Enfin, je pense qu'on leur fait un mauvais procès. C'est-à-dire on leur dit, allez, les mecs, quand même, vous devriez être éthiques. C'est pas bien ce que vous faites. Ils sont dans leur rôle. Ce sont des entreprises. Ils sont là pour faire des profits, créer des emplois. Voilà, ils n'ont pas une mission de service public. Ou alors il faudrait que les États se mettent d'accord pour financer et les subventionner par rapport à l'argent qu'ils ne gagneront pas là-dessus. Donc je pense qu'à la fin, c'est nous, utilisateurs, en fonction du type d'Internet que l'on va vouloir créer dans les 10 ans qui viennent, qui allons, oui ou non, favoriser la liberté des données, ou au contraire, on ira vers davantage de confidentialité. Michel, ce que vous venez de dire est totalement off parce que vous n'aviez pas le micro. Personne n'en a profité. Carole, il y a de plus en plus un accord tacite qui s'installe entre les marques et les consommateurs, notamment via Internet. C'est tu t'inscris, tu me donnes des données, vous vous inscrivez en nombre, que ce soit sur Mythic, sur LinkedIn, sur Facebook. Et ce contrat tacite, c'est que finalement, comme vous êtes très nombreux à me donner des données, vous m'autorisez à en vivre de ces données. C'est-à-dire que vous venez très nombreux dans la boîte de nuit, vous y entrez gratuitement, et moi je fais du business parce que vous êtes très nombreux dans la boîte de nuit, parce que vous m'avez donné vos données personnelles. Comment ça se traduit dans ton métier à toi, qui est quand même celui de réunir et de valoriser une base de données très importante sur les coordonnées et les carrières professionnelles des gens? Alors,
on a beaucoup parlé de données et de toutes les craintes, toutes les peurs qu'on peut avoir autour des données. Il y a une chose qu'il faut encore rappeler, c'est que quand vous vous inscrivez sur un site comme LinkedIn, donc je ne vais pas vous parler en détail des autres, je les connais moins bien, mais les règles s'appliquent relativement bien pour tous les grands. Vous vous inscrivez, vous avez une sorte de contrat social. Le contrat social sur Facebook, par exemple, c'est que quand vous regardez la page de quelqu'un d'autre, le quelqu'un en question ne le sait pas. Le contrat social sur LinkedIn est différent. Quand vous consultez la page de profil de quelqu'un, la personne le sait, sauf si vous choisissez de consulter de manière anonyme. Donc c'est ce qu'on appelle le contrat social. Il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres qui forment le contrat social et ils sont différents selon les réseaux sociaux que vous utilisez. Donc à partir du moment où vous décidez de vous inscrire, vous faites une démarche volontaire de vous inscrire, vous gérez votre image sur Internet, vous remplissez un certain nombre de données, c'est votre choix, et vous les confiez à un acteur sérieux qui les traite sérieusement. Nous, notre métier, c'est certainement pas de les donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que tous les grands acteurs ne donnent pas vos données, n'en font pas un commerce de les vendre à quelqu'un d'autre. Donc je voudrais enlever l'association qui a été faite, plutôt une sorte d'amalgame entre les spams et les réseaux sociaux. Les spams que vous recevez ont certainement rien à voir avec les réseaux sociaux. Qu'on se le dise, c'est des spams qui ont à voir avec une inscription que vous avez dû faire un jour ou un newsletter que vous avez peut-être souscrit d'un jour. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Il y a peut-être 1% des cas où on peut trouver un lien de cause à effet. Donc les réseaux sociaux ont quand même pour mission fondamentale, vitale, de traiter vos données avec sérieux. Et en l'occurrence, quand vous vous inscrivez sur un site comme LinkedIn, vous allez avoir des pubs contextuelles dont parlait Arnaud tout à l'heure, mais ce n'est pas pour autant que vos données vont être données à un annonceur ou à une marque qui va venir sur LinkedIn. Loin de là. Question 12. Donc c'est une question pour Axel Daucher. Pour sociabiliser leurs services, les prestataires de musique en ligne mettent très souvent en avant le partage des playlists. Est-ce que c'est l'action sociale indispensable que recherche l'utilisateur quand il vient sur vos services? Et est-ce que vous avez besoin également d'être intégré aux réseaux sociaux pour exister? Alors non. En fait, ce n'est pas l'action fondamentale que les gens aiment chercher. La musique, c'est avant tout une expérience individuelle, dans le métro, n'importe où, voire identitaire, en fonction de ce qu'on écoute. Et le sujet de Deezer, c'est d'être le meilleur service de musique pour cela. Néanmoins, en tant que bénéfice utilisateur, après je vous parlerai du bénéfice pour Deezer, mais du bénéfice utilisateur, il y a une vertu, il y a un intérêt, il y a un enrichissement au fait de pouvoir aller voir ce qu'écoutent ses amis. Je dis bien aller voir, je ne parle pas d'être sur Facebook et de voir défiler ce que sont en train d'écouter des gens qu'on connaît. Je parle vraiment à un moment donné, dans tout groupe de copains, on en a 2 qui connaissent un peu la musique, il y en a peut-être 18 qui ne la connaissent pas, c'est un peu ça le ratio. Et ben, on a envie d'aller voir ceux qui connaissent parce que c'est un sujet d'enrichissement de sa propre écoute personnelle. Et si on a fait ce rapprochement, ce partenariat avec Facebook et avec d'autres, mais disons avec Facebook, c'est entre autres pour améliorer l'expérience individuelle. Et l'expérience individuelle, c'est au moment où vous vous connectez, si vous vous connectez aussi avec Facebook, vous avez absolument naturellement accès à ce que vos amis, s'ils le souhaitent, écoutent leurs meilleures playlists, leurs meilleurs albums, leurs artistes favoris, ce qu'ils ont écouté récemment ou leurs charts. Une fois que j'ai dit ça, quand on a fait ce partenariat avec Facebook, on l'a fait pour améliorer l'expérience utilisateur individuelle, celle que je viens de raconter. On l'a aussi fait comme un moyen de recruter. On s'est lancé dans 160 pays. Dans 160 pays, on est connecté avec Facebook et dans 99% de ces pays, on est la seule plateforme de musique qui est connectée avec Facebook. Ben, ça nous permet spontanément d'exister dans 160 pays. On existe dans un pays qui s'appelle Facebook en fait. Et il y a une vérité spontanée qui fait que des gens en Ouganda, en Thaïlande ou en Colombie qui ne connaissent pas Deezer, qui ne connaissent pas des services d'abonnement et le streaming, vont, grâce à Facebook, être en contact, le découvrir, peut-être l'aimer, peut-être s'abonner. Donc pour nous, c'est un enjeu d'expérience et c'est, en l'occurrence, vu notre stratégie internationale, un enjeu absolument fondamental de recrutement, d'existence et de recrutement. Demain, on couperait le lien avec Facebook, il faudrait qu'on trouve d'autres moyens alternatifs de recrutement.
Merci Axel. Il nous reste 25 minutes de discussion. On pourrait revenir aux mots-clés de cette cité de la réussite 2012, qui est la question du partage. Comment vous le saisissez, vous, ce partage, Michel Maffezoli? Est-ce qu'on a envie de partager? Est-ce qu'on est des partageux? Est-ce qu'on l'est davantage sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un vrai partage sincère, honnête, presque collectif, généreux? Est-ce qu'il y a cette idée derrière ça, derrière le partage sur Internet? Ou est-ce que finalement c'est juste une somme d'intérêts très individuels ou très personnels à partager? Comment vous voyez ça, vous? Vous avez peut-être compris que pour moi, la morale est la pire des choses. Donc, je n'ai pas envie de dire si c'est bien, si c'est mal, etc. Et il faut revenir à ce qu'en aparté j'indiquais, la fable de Mandeville. En mettant trop l'accent sur la vertu, on enferme. Ça sent mauvais un peu. Bon. Alors que, dans le fond, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on voit que le vice est ce qui a permis le bien collectif. Et d'ailleurs, étymologiquement, le vice, c'est aussi vice en latin, une force interne. Donc moi, je pense qu'il y a, le partage est une structure essentielle, qui est une structure quasiment animale. J'ai envie d'être en contact avec l'autre. Et cela, Aristote le disait, zoon politikon, animal politique dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire je suis en relation. Voilà. Alors, pour le meilleur et pour le pire, c'est les affects, c'est les sentiments, c'est quelque chose qui fait que le partage, c'est de la sympathie, c'est de l'antipathie, c'est du fait que l'autre me pompe l'air aussi, et qu'il faut que je fasse avec tout de même. Vous voyez, c'est ça l'idée du partage. Donc, arrêtons, purgeons-nous d'une certaine manière de cette conception morale des choses, et voir qu'après coup, sur la longue durée, et d'une manière beaucoup plus globale, disons holistique, si on reprend ce mot un peu à la mode, d'une manière holistique, c'est-à-dire qui renvoie à tous les divers éléments de ce que je suis, bien, mal, ombre, lumière, animal, humain, tout ça, etc. Dans cette perspective, il y a, j'en sais rien pourquoi, moi, une espèce de pulsion animale qui fait que j'ai toujours besoin d'être en relation avec l'autre. Alors, il se trouve que, j'ai dit tout à l'heure, la parenthèse de la modernité, ce qui continue à être notre cerveau reptilien. On continue à penser que les grandes valeurs de contrat, de raison et toutes choses de cet ordre continuent à prédominer. Mais parce qu'on a besoin de repères. Vous mettez de côté la morale, le bien, repères, etc. ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie on a peut un être sens. paumé aussi. La vie a un sens, mais la vie n'a pas de sens. On peut être paumé. Mais non, enfin... mais si on vous demande, vous avez des cheveux blancs, on vous dit donnez-nous des repères, vous, monsieur le professeur, vous dites... démerdez-vous, il n'y a plus de morale, le bien, le mal, etc. Ce que vous venez de dire, je ne l'aurais pas dit en ce sens-là. Oui, mais bien je dis sûr. la même chose. Oui, non, mais vous voyez bien que il faut s'ajuster à ce qui est. La question du généreux, la question du partage, du positif, du négatif, revient souvent dans ma bouche, mais aussi dans les questions. C'est parce qu'il y a aussi un besoin d'être éclairé, de trouver des repères. Non, mais j'entends bien. J'insiste uniquement sur le fait qu'il faut accepter dans l'humain l'humus. Et que si on oublie l'animalité qu'il y a en nous, on aboutit à la bestialité. Les Kant du XXe siècle l'ont montré. Et que donc il s'agit d'homéopathiser cette animalité, cet humus, et que dans le fond, c'est-à-dire arriver à intégrer, par exemple, l'agressivité. Prenons un exemple. Sur les sites, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la violence qui est exprimée. Mais cette violence, je dis, moi, c'est une violence homéopathique. Dès le moment où je m'en purge, où ça sort, ça évite le pire. Voilà, c'est tout. C'est une forme de sagesse, un peu démoniaque, je le reconnais, mais une sagesse. Donc on sort, par exemple, il y a eu une affaire d'antisémitisme et de racisme, comme il y en a souvent sur Internet la semaine dernière. Il y a eu des tweets très orientés, racistes. Vous dites finalement, c'est pas si mal que ça s'exprime. Il vaut mieux que ça sorte. Plutôt que de tout verrouiller. Il vaut mieux que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte. Excusez-moi, c'est la vieille idée, encore une fois, je l'ai cité déjà, c'est Aristote, la catharsis. Quand ça sort, ça purge. Si ça ne sort pas, ça contamine le corps social à son entier d'une manière subreptice. Donc de ce point de vue, vous comprenez que pour moi, le partage, oui, c'est une idée importante. Oui, il y a retour du partage. Oui, il y a quelque chose de cet ordre, mais acceptons que dans le partage, il y a le meilleur et le pire. Tout le problème est de le repérer, de le reconnaître, je dis bien non pas la morale, mais ce qui est, et après pour accompagner, éviter que le rêve devienne un cauchemar. Il y a un rêve sur Internet. Il y a un rêve, bien évidemment, dans ces réseaux. Mais c'est le même rêve, je rappelle, que ce que fut la galaxie Gutenberg,
au moment de l'imprimerie. Ça faisait peur aux clercs qui avaient le monopole de la lecture du latin, et que donc dès le moment où il y avait l'imprimerie, la galaxie Gutenberg a été un risque réel. Actuellement, la galaxie Internet, c'est la même chose. Il y a un risque. Il me paraît qu'il vaut mieux avoir la générosité d'esprit pour reconnaître ce qui est, et je dis bien, reconnaître que l'humain, c'est de l'humus. Donc il vaut mieux repérer encore une fois ces aspects qui peuvent nous paraître scandaleux, et à juste titre, mais il vaut mieux que ça sorte. Vous comprenez ce que je veux dire? En ce sens, le vrai partage, il est holistique, il est global. C'est comme la liberté, je ne peux pas la choisir ou la partager, et qu'il y a ces divers aspects qui le caractérisent. Moi, je trouve qu'il y a au contraire une forme de générosité sur Internet, une forme d'horizontalité, j'ai dit, qui renvoie encore une fois à l'entièreté de l'être. Excusez-moi d'avoir été long. Arnaud. Oui, je voulais dire aussi que on parle beaucoup de ces affaires d'antisémitisme ou de la violence. On découvre aussi des choses assez positives. Par exemple, moi je vois que sur les forums de psychologie.com, il y a, je sais pas, 50, 60 000 messages qui sont postés chaque mois, et les gens me disent mais comment est-ce que tu contrôles? Et en fait, l'écosystème se contrôle parce que quand on met une plateforme à la disposition des gens, et moins on la modère, plus les gens en prennent soin. Deuxième exemple, moi j'échange ma maison depuis des années, j'ai fait un édito là-dessus. Attendez, je m'arrête, c'est une phrase importante. Moins on modère une plateforme de forum ou de débat, plus les gens en prennent soin. Oui. Je vais vous prendre un deuxième exemple qui est assez intéressant. C'est l'échange de maisons. Moi j'ai même fait un édito là-dessus. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et qui me disent mais comment est-ce que tu peux échanger ta maison, comment ça se passe, des inconnus, etc. Ce qui est intéressant dans l'échange de maisons, c'est qu'en dehors du fait que c'est pratique et économique, il y a un lien qui se crée avec les gens, on se prête nos voitures, on fait connaissance, on devient amis, et il y a un respect immense du domicile de l'un et de l'autre, beaucoup plus que quand on loue. Et donc, ce qui est intéressant dans cet échange de maisons, c'est que cette plateforme qui est anonyme et qui finalement appartient aux utilisateurs, génère, sollicite des sentiments et des comportements beaucoup plus positifs que dans la vie normale. Voilà, ça fait partie des découvertes intéressantes, positives. Je ne sais pas si les acteurs de réseaux sociaux... on va y venir tout de suite, puisque vous nous passez le relais sur ces questions-là. Il y a sur Internet des familles, et des familles très importantes, qui disent le capitalisme, c'est terminé, on va baser une partie de l'économie sur le partage, sur le gratuit. Il y a une utopie qui est en passe de devenir réalité sur des niches, sur des micro-marchés. Vous, qui êtes au Boston Consulting Group, vous, Carole Zibi, qui faites du marketing sur des sites de services qui sont destinés à valoriser ce service, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous parle pas des logiciels libres, je ne vous parle pas de ces actions où on clique, on enrichit une association, mais il y a tout ça qui monte. Il y a ce marché émergent du partage économique sur Internet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il va imposer son modèle? Bon, alors d'abord, le partage, il n'est pas que sur Internet. On voit bien qu'il y a un rapport à la propriété qui est en train d'évoluer. Ce sont de nouveaux modèles d'affaires. Bon, maintenant, ceci dit, une fois que c'est fait, il y a un moment où il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye quelque part, d'une certaine manière. Parce que les Autolib, il faut bien que les voitures existent. Donc là, ce sont les mairies qui payent. Donc les mairies, ce sont nos impôts locaux. Donc il faut bien quand même initier cette démarche. Donc je pense que c'est une évolution des modèles d'affaires. Certains feront... Mais certains internautes, pardon, je vous coupe, disent que le quelqu'un a changé. C'est-à-dire le quelqu'un peut être plusieurs et le quelqu'un peut être très très nombreux par rapport à des modes de financement qui étaient plus réduits. Même si la bourse, c'est le principe de la bourse, c'est d'associer le plus grand monde possible au financement des investissements. C'est vrai sur la bourse, c'est vrai sur les systèmes d'assurance. Donc historiquement, les assurances, c'est bien pour avoir accès à un bien d'une certaine manière, le plus grand nombre cotise et tout le monde ne tirera pas l'argent. Donc je pense qu'on est en train, avec Internet, de toucher un certain nombre d'évolutions de modèles d'affaires. On est loin d'être à la maturité. Enfin, j'aurais juste rappelé, et parfois on l'oublie, Google a 13 ans. C'est un adolescent. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas encore à la maturité de ces évolutions-là. Carole. Alors, je ne sais pas si votre question revient à commenter sur des modèles émergents de business models sur Internet collaboratif, mais l'intérêt, donc moi,
ma philosophie là-dessus, c'est qu'effectivement, ce que disait François tout à l'heure, les entreprises de l'Internet sont des entreprises. Donc elles ont un business model, ou au moins elles le cherchent. Donc il y a plein d'entreprises de l'Internet qui sont en train de le chercher, mais elles vont y arriver et ça va aboutir à une monétisation. Le côté émergent de business model collaboratif où chacun va contribuer, etc., je trouve que ça va rester à la marge, personnellement. Donc vous avez employé le mot niche. Moi, je pense que ça va rester une niche et ça va rester un phénomène marginal. Axel. Moi, je pense qu'il y a un énorme malentendu au départ sur le mot partage, qui veut dire échanger, qui veut dire je prends un morceau de pain et je le partage. Donc il y a une sorte de valeur positive associée au partage qui n'est pas du tout ce dont on parle aujourd'hui, puisqu'on ne parle que des choses qui ne coûtent rien de partager. Donc en l'occurrence, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de conversation, voire d'échange, mais on ne parle pas de partage. Et alors, maintenant, on peut se poser la question après de la conversation. Mais ce phénomène-là, il est fondamental, parce qu'on a l'impression que c'est forcément bien et qu'il y avait quelque chose de généreux dans le fait de partager. La deuxième chose, c'est ce que tu disais sur est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce que la musique doit être gratuite, est-ce qu'elle doit être disponible partout. Il y a toujours quelqu'un qui paye, ou alors il n'y a pas de création, mais disons plutôt qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, est-ce que c'est via les impôts, enfin bref, il n'y a rien de vraiment gratuit. Et assez bizarrement, venant de Deezer, j'aimerais dire qu'il y a un rapport entre la satisfaction et la gratuité qui n'est pas dans le sens qu'on pense. Je pense que y a une vertu à fait que la musique soit gratuite, disponible partout. C'est une partie du service de Deezer. Mais on a perdu quelque chose que je ne regrette pas du tout, hein, bien évidemment. Tu es en train de nous dire que pour être heureux, il faut payer. Je suis en train de donner un exemple qui n'existe plus aujourd'hui, qui était celui du CD. Quand on avait un CD et qu'il fallait l'acheter à la FNAC, on avait un choix à faire. Et ce choix, on le faisait. On hésitait entre deux CD. Et ce choix, il nourrissait de l'engagement. Cet engagement, c'est une relation particulière entre la musique, l'œuvre, l'artiste et la personne. Et cet engagement, il était facteur de bonheur. Ce choix était facteur de bonheur. Aujourd'hui, à mon avis, pour le meilleur, pour tout le monde, on n'est plus dans cette époque-là. On est dans une logique d'accès limité, payante ou gratuite suivant les modèles. Si on ne réinvente pas cet engagement d'une autre manière, si on ne réinvente pas ce choix entre guillemets coûteux, que ce soit coûteux en temps, en énergie, en pensée ou en argent, on détruit la valeur entre l'artiste et les gens. Et tous les nouveaux modèles qui existent doivent être obsédés par simplement ne pas réduire leur proposition de valeur à un accès illimité, mais doivent construire une proposition de valeur autour comment je t'aide à t'aider à faire un choix et comment ce choix va être contributeur de ce que tu es et contributeur de ta propre satisfaction. Sinon, on rentre dans de la soupe, on rentre dans une information, un contenu de la musique ou du vidéo auquel on passe à travers et on perd ce qu'une partie de la salle, suivant les générations, était extrêmement important. Et donc comment font les jeunes aujourd'hui dans cet accès global? C'est beaucoup finalement la viscosité relationnelle qui recrée de la valeur. Mais on est au début du chemin. Je pense que la société du demain qui réussira vraiment à construire plus de bonheur et plus de satisfaction, elle aura réussi à construire à travers de l'accès illimité plus d'engagement, plus de choix assumés et donc plus d'identité. Dans le fond, cette société de demain ne s'enracine pas dans quelque chose de fort ancien, la tradition. Et on a réduit encore une fois le commerce au commerce des biens. Et il faut rappeler qu'en français, nous avons des beaux mots, le commerce des idées, le commerce amoureux. Ce qui était le café du commerce ou la place du commerce, c'était où s'échangeait le partage. On parlait d'un commerce agréable. Non, mais tout, le commerce holistique, entier. Hein, c'est-à-dire il y avait des biens, des idées, des affects. Et donc, dans le fond, actuellement, je dirais qu'il y a une prospection pour gagner du fric. Si, justement,
on rentre dans une conception beaucoup plus globale, ce qu'était le Quattrocento. C'était les banquiers de la Renaissance et de Florence la Belle qui avaient compris que dans le fond, on ne pouvait développer la banque, on ne pouvait développer l'entreprise que si on mettait l'accent sur l'entièreté de l'homme, je dis bien aussi le côté gratuit. Et donc il y a là, c'est ça le vrai partage, vous voyez, c'est-à-dire ne pas nier, ne pas être nié. Ne pas nier qu'il puisse y avoir en effet quelque chose qui fait qu'on va gagner de l'argent, mais qu'on ne pourra vraiment gagner de l'argent que s'il y a cette conception globale du commerce. Je me fais bien comprendre, des idées et des affects. Arnaud de Saint-Simon, est-ce que partager nos vies sur Internet, est-ce que c'est s'épancher ou est-ce que c'est faire autre chose? S'épancher, oui, on partage. Tout à l'heure, tu parlais de sincérité. Bon, il y a sur les réseaux sociaux de la sincérité et puis ce qu'on donne à voir de soi. Hein. Donc, on s'épanche dans un épanchement contrôlé ou qu'on croit contrôlé. Mais il y a plein d'autres choses que l'épanchement. On n'a pas beaucoup parlé du changement que les réseaux sociaux ont apporté sur l'amour. Ni la politique, d'ailleurs. Ni la politique. Bon, mais en tout cas, sur l'amour, on ne se rencontre plus comme avant. Et je trouve que Mythique, etc., c'est quand même formidable. On peut le critiquer, mais pour les gens qui sont isolés ou en difficulté de rencontre, c'est formidable. Mais aujourd'hui, quand on rompt, il y a une rupture numérique aussi. C'est pas sûr que quand on lose dans la vie réelle, on win sur Mythique. Hein. C'est pas évident. La garantie. C'est pas évident, mais ça donne une seconde chance. Il n'y a pas zéro défaut sur Mythique. Ça donne une seconde chance quand même. Voilà, donc je vous ai coupé. C'est plutôt positif. Et ce qui se passe aussi maintenant, quand on rompt, il y a la rupture numérique. Et c'est compliqué la rupture numérique. Parce que voilà, on a créé ensemble un cercle d'amis. On rompt dans la vie réelle, mais on a du mal à rompre dans la vie numérique, parce qu'on continue à être voyeur de la vie de l'autre. Voilà, donc ça a complètement changé notre vie amoureuse aussi. Voilà. Et puis l'épanchement, c'est vrai que par exemple sur les forums qui sont plus des lieux comme ça d'interaction, des salons de discussion plus individualisés sur un sujet, parce qu'en général les forums sont un peu thématisés, moi je suis bluffé de voir à quel point les gens s'épanchent en toute sincérité et à quel point les autres, parfois dans une position très comme ça un peu dominante et professorale, mais souvent très aidante, aide les autres sur les forums de psychologie Doctissimo ou sur Yahoo Answers où on aide les gens en répondant à des questions qui se posent. Donc voilà, je trouve qu'il y a source d'épanchement et aussi de solutions assez intéressantes. Maintenant, on va parler de questions avec la salle. Je crois qu'il y a un temps de questions avec la salle. Il nous reste 10 minutes environ. Est-ce que certains d'entre vous veulent nous lancer sur d'autres pistes ? Il y a un jeune homme avec une chemise rose à manches courtes qui lève la main, une main qui a 5 doigts et qui va se saisir du micro. Bonjour monsieur. Bonjour, donc Christophe Dechouche, je suis étudiant à EM Lyon et je voulais revenir sur un sujet qui était un peu sous-jacent dans toutes vos réponses, celui de l'authenticité du rapport à l'autre. Est-ce que vous parliez d'évolution plus rapide que ce que nous pouvions comprendre, que parfois il y avait des changements ? Est-ce que la personne qui met un message sur Facebook, par exemple, je viens de rater un examen, je suis déprimé, et qui est lu par 654 amis, dont 400 ne la connaissent presque plus ou ne savent plus qui elle est, c'est parce qu'elle va avoir 20 likes qu'on se soucie d'elle. Est-ce que ce rapport à l'autre, qu'on a tendance à croire authentique, l'est vraiment ? Et est-ce que c'est pas dangereux dans un certain sens ? Je voulais avoir votre avis, par exemple, monsieur de Saint-Simon ou monsieur Maffesoli sur cette question. Arnaud Michel. C'est sympa de se sentir soutenu. Je crois que ce sera les boules si elle n'a aucun like. Voilà. Michel. Oui, je reviens sur mon dada. Hein. Donc, je est un autre. C'était Rimbaud, les poètes ont le nez creux. L'authenticité, je vais vous répondre, cher ami, il y a des sincérités successives, comme un amour. Et donc, dans le fond, je peux être sincère à tel moment, en temps T1, T2, etc. Et c'est globalement que, dans le fond, c'est plus la question de l'authenticité. Celui qui met tel message, il est authentique. Comment ça va interagir ? Qu'est-ce qui va réagir à cela ? Ben là, ça ne sera que quelques-uns. Voilà un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas un, on est plusieurs. Et il faut accepter cette idée de sincérité successive et ne pas être obnubilé par, encore une fois, une conception morale de l'authenticité.
Je me posais la question, d'ailleurs, on dit il faut supprimer les notes, est-ce qu'il faut les remplacer par des likes? On pourrait imaginer que nos filles et nos garçons rentrent de l'école en disant « Papa, le prof m'a mis 10 likes sur mon profil Facebook ». J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que finalement, pour nommer les choses, on est obligé de changer le nom, mais on veut toujours des notes, on veut toujours un ratio, on veut toujours des plus, et bientôt des moins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au Boston Consulting Group? On remplace votre rémunération en kilo-euros par des likes. Est-ce que vous êtes content? Je pense qu'à ce moment-là, on va essayer d'avoir une base d'amis qui est beaucoup plus grande. Mais de toute façon, honnêtement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour tous les prix que l'on a sur les journaux, l'homme ou la femme du mois, le manager de ceci ou de cela, vous recevez des centaines de mails où vous êtes sur Facebook pour dire votez pour moi, votez pour moi. Donc on est bien déjà dans cette logique. On n'a pas besoin d'aller jusqu'aux notes. Axel, les likes sur les chansons. Là, je vais dire deux choses. On a tous été un jour dans un dîner à côté de quelqu'un qui vous emmerdait, vous parliez de quelque chose qui ne vous intéressait pas. Ça nous est tous arrivé. Donc, à un moment donné, on s'habitue et on apprend à être juste dans la relation avec les autres. On connaît à peu près les règles, on croit les connaître dans les relations proches. Sur Internet, la personne dont on parlait, elle va apprendre. Et peu à peu, les choses vont s'équilibrer. Et puis sur le nombre de likes, en tout cas les artistes, ils ont compris. Et il y a vraiment une compétition entre les artistes sur savoir le nombre de likes. Et ils ont compris qu'à travers les likes qui veulent dire plus ou moins je suis extrêmement fan ou j'aime bien ton dernier album, il y avait pour eux vraiment le tremplin de l'album d'après. Il y a quand même un paradoxe, l'amour qui se divise en likes, l'amour qui se compte pas, qui se mégote pas et qui avec les likes au contraire se compte. D'autres questions, monsieur? Oui, bonjour. Dans l'utilisation des réseaux, on est sur une approche très empirique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à nous éduquer et à apprendre à nous et à nos enfants à utiliser les réseaux de façon à en tirer le meilleur profit possible? Michel Maffezoli, est-ce que les profs sont formés à une... J'ai feuilleté des manuels d'éducation civique ou de... Enfin bon, ce qui a remplacé la morale à l'école, excusez-moi d'en reparler. Et il y a une partie réseaux sociaux maintenant dans ces manuels pour les scolaires. Est-ce que notre éducation nationale est formée à ce raz-de-marée, à cette révolution? Est-ce que les profs ont les moyens de faire ce travail? Et les parents, bien entendu aussi. Non, je vous ai dit que c'était une structure, une institution, j'ai dit pourrie tout à l'heure en tout cas, qui est vermoulue de l'intérieur. Et là, cher monsieur, ce qui est en jeu, c'est plus encore une fois apprendre, c'est apprendre à apprendre. J'entendais ça tout à l'heure dans le petit film au début de notre débat. On est dans un moment d'apprentissage. Dans le sens symbolique du terme, l'apprentissage, c'est qu'il y a des erreurs. Il y a des morts symboliques. Vous voyez, il y a toute une série d'épreuves. Cela a été montré dans ce qui sont les structures initiatiques. Donc on est dans ce moment où on est en train d'apprendre. Il y a essais-erreurs, et je considère que ça renvoie bien à ce qu'est là notre humaine nature. Je ne sais pas s'il y a besoin de repères ou il y a un sens de la vie. En tout cas, on est en chemin, toujours. Et en chemin, on est en train d'apprendre là empiriquement. Ça se fait toujours pas. C'est pas quelque chose qui est a priori. Dans tous les grands changements sociétaux, il y a ce processus, encore une fois, prenons ce terme que je viens de dire dans le sens fort du terme. Il y a de l'apprentissage. Alors nous, on était habitués au fait qu'on nous indiquait de quelle manière on devait penser. Là, au contraire, il y a ce processus qui fait que c'est a posteriori. Que celui dont le téléphone sonne se dénonce et pose une question. C'est vous? Levez-vous. C'est pas votre téléphone. Dénoncez sur Internet le fautif. Votre question, cher monsieur. Merci. Bonjour. Je voulais vous poser une question un peu prospective. Si on monétise intégralement le partage, qu'est-ce qui détient le pouvoir? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de valoriser des sociétés comme Facebook, comme LinkedIn, etc. On ne sait pas très bien combien ça doit valoir, 100 milliards, 34 milliards, etc. Parce qu'on essaie de comprendre ce que valent chacun des utilisateurs, ce que vaut ce qu'on met sur Facebook. Si on on est dans une phase d'apprentissage, vous le rappeliez, si on va jusqu'au bout de la logique, qu'on monétise intégralement le partage, qui détient le pouvoir? Allez, Carole.
Question difficile. J'étais sûre que David allait se retourner vers moi et dire allez Carole. Donc moi je trouve qu'on a parlé beaucoup d'argent. Donc là on est dimanche, il est 11h, on parle beaucoup d'argent. Et je parle volontiers, mais j'aimerais aussi qu'on se dise que le pouvoir il est à nous, individuellement. J'aimerais qu'on se rappelle de ce magnifique mot de Michel sur l'horizontalité. C'est qu'en fait le pouvoir il est à nous, on peut très bien cesser d'être sur les réseaux sociaux. On peut cesser d'utiliser tel réseau social pour en utiliser un autre. C'est-à-dire la faculté qu'on a de changer, de diminuer l'utilisation des réseaux sociaux, elle est totalement individuelle. Donc, plutôt que de dire à qui appartient le pouvoir et se dire que ça va être une sorte de grande société qui va détenir le pouvoir, moi, je rappelle, dans 13 ans d'Internet, combien de sociétés n'existent plus aujourd'hui, qui n'ont plus du tout d'utilisateurs. Et donc ça, c'est bien la preuve que le pouvoir, il nous appartient à nous. Et le fait de plébisciter tel réseau social, telle application mobile, c'est vraiment les choix de chacun d'entre nous. Et la meilleure preuve, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'une application, par exemple iPhone, le meilleur marketing d'une application iPhone, c'est la viralité, c'est le fait qu'on l'adopte, c'est le fait qu'on en parle à ses amis. Et c'est bien la preuve, on n'est plus du tout dans la publicité traditionnelle où on va avoir des 4x3 sur des publicités iPhone. Donc c'est bien la preuve qu'on a individuellement choisi d'adopter telle ou telle chose. Donc le pouvoir continue d'être à nous. On va prendre les 2 dernières questions. Mademoiselle. Pardon, madame, on ne dit plus mademoiselle, excusez-moi. Non, c'est interdit. Moi, j'adore mademoiselle. Vous aimez mademoiselle ? Moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé de choses un petit peu effrayantes ou négatives par rapport aux réseaux sociaux. Je trouve que c'est une grosse force également. Et que quand on parle de partage et d'Internet, pour moi, il y a un sujet qu'on n'a absolument pas évoqué, c'est celui de la consommation collaborative, qui est quand même une nouvelle forme de consommation induite, alors certains disent par la crise, mais je pense aussi via les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez... Quand vous parlez de consommation collaborative, vous dites les sites qui permettent de faire fabriquer, si on est assez nombreux, le meuble qu'on veut, ou de faire produire le reportage qu'on souhaite dans un... C'était plus le partage dans le sens, tout ce qui est covoiturage, le partage d'appartements, le partage aujourd'hui, on peut tout partager, le partage de machines à laver, le partage de connaissances. On peut vraiment tout partager grâce principalement aux réseaux sociaux, d'après moi. Mais il faut partager quelque chose que quelqu'un a payé à un moment donné, un investissement qu'il a payé. Pas forcément. Pas forcément. Je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle La Machine du Voisin. Pour ceux qui n'ont pas de machine à laver, vous pouvez aller chez un voisin pour faire votre lessive, mais par exemple. Le voisin, il ne l'a pas trouvé sous le sabot d'un cheval, la machine à laver. Il l'a acheté. Évidemment. Sur la consommation collaborative, Michel. Il y a ce site qui s'appelle Couchsurfing aussi. Je vais trouver ce soir un canapé à Hambourg, à Munich, à Barcelone ou autre. Non, il y a des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité. David, qui fait que, bien sûr, c'est moi qui ai acheté la machine ou le canapé, mais il y a un processus de réversion. C'est-à-dire qu'après, demain, c'est moi qui offrirai mon canapé éventuellement. Donc, vous voyez, il y a là... Je maintiens quelque chose, le mot est un peu ringard, mais un mutualisme, une mutualisation. C'est du troc aussi. C'est du troc, par exemple. Mais il y a ces vieilles idées un peu ringardes qui sont en train de revenir. Rappelez-vous ce que j'ai dit, moi. Archaïque, développement technologique. Et il y a une démultiplication des effets. C'est en ce sens, madame, que oui, il y a de la solidarité, des nouvelles formes de générosité. Alors, bien sûr, on voit toujours, ça c'est notre côté catastrophiste. Un côté qui a considéré, j'ai dit tout à l'heure, que la technique avait désenchanté le monde. La spécificité contemporaine, moi je dis postmoderne, c'est qu'il y a un réenchantement et Internet en est une expression achevée pour moi. Arnaud, je voudrais que tu me prêtes ton psychanalyste. Et je te prêterai, il faudra que tu payes. Je te prêterai mon divan. Non, il y a une dernière chose juste dans ce que vous évoquiez, parce qu'on a beaucoup parlé d'environnement pendant les 3 jours, c'est que c'est aussi une possibilité de recyclage. Donc on peut s'entraider, mais à mon avis, il y a une possibilité de recycler vraiment intéressante par rapport à tous les enjeux environnementaux dont on parle. La dernière question. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On casse le format, les organisateurs? On peut rester une demi-heure de plus ou c'est impossible? C'est pas possible. Pourquoi? Par générosité, avec ceux qui nous suivront, c'est la meilleure des réponses. Alors, dernière des questions. Qui? C'est vous? Oui, c'est vous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. J'ai commencé par laisser tomber mon iPhone, je sais pas si c'est un signe. Mais ma question s'adressait à Michel Maffezoli par rapport justement à l'animalité de l'homme et au fait que la virtualité nous prive de la chaleur humaine en fait. C'est-à-dire que je pense que le monsieur de l'EM Lyon a parlé de la même chose. C'est vrai que on se retrouve dans une situation où vous partagez, vous likez, vous envoyez un SMS, un message, mais il n'y a pas les postillons. En fait, c'est un peu ça. Et il n'y a pas surtout aussi... c'est un peu comme l'aspartame, en fait. Vous avez la sensation du sucré, mais le cerveau attend les glucides. Là, c'est la même chose avec Facebook. Vous avez la sensation du partage, la sensation de la chaleur, mais vous attendez la réalité du partage physique, en fait, animal. Mais il faut savoir attendre, cher monsieur. Ça peut finir par arriver, même sur Facebook. Michel. Oh là là, ce serait un autre débat. Deux mots juste. Notre vieille tradition, cette vieille tradition judéo-chrétienne, a condamné deux choses, l'image et l'onanisme. Parce que dans le fond, on perdait la semence. Et finalement, dès l'Ancien Testament, il y a une condamnation à la fois de l'image iconoclaste et de la masturbation. Et il se trouve que la masturbation est aussi une réalité de rentrer en contact avec l'autre. Pour se masturber, il faut se raconter des histoires, il faut passer des films, il faut voir des images. On est en relation. Ce n'est pas isolé. Et dans le fond, maintenant, c'est le virtuel qui fait peur. Le virtuel, c'est la masturbation. Moi, je vous réponds, dans l'animalité, il y a aussi le fait que reviennent les images, reviennent les icônes et reviennent la masturbation. Pour moi, Internet, c'est la masturbation collective. Mais ce n'est pas plus mal. Il y a un réseau social, le personal branding. Il y a un réseau social qui marche très bien sur Internet. Je vous conseille d'y aller. Ça s'appelle Personal Branding. C'est un site qui se moque des gens qui en disent trop et trop positivement sur eux-mêmes sur Facebook. Je crois que la conclusion de notre atelier va surprendre parce qu'elle sera historique en 10 ans ou 13 ans de Cité de la Réussite. C'est les combientièmes, je ne sais plus. Vive la branlette. Allez, à la prochaine.